Bienvenue dans notre émission Empreinte de Fusion TV. Vous avez l'habitude, j'en suis sûr, de nous suivre régulièrement. Ce mois-ci encore, j'ai envie de dire une surprise dans le sens que nous avons un invité exceptionnel, toujours avec ses parcours un peu singuliers que vous allez pouvoir découvrir et qui, d'une manière ou d'une autre, j'en suis sûr, vont enrichir vos réflexions et la découverte des champs des possibles. Alors voilà, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Stéphanie Mareva Fayou. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors Stéphanie, je vais vous présenter très succinctement, mais évidemment vous allez nous en dire plus sur ce parcours qu'est le vôtre. Alors vous avez été élevé, vous êtes né à Tahiti et vous vivez aujourd'hui à Paris. Vous êtes diplômé des universités de Harvard et de Cambridge, et ainsi que de Sciences Po Paris. Et tout ce parcours, on va dire, académique vous a amené aujourd'hui, mais vous nous expliquerez comment vous avez fait ce bond à être une entrepreneuse aux multiples passions, en fait, puisque vous êtes à la fois experte en finance, en innovation, au niveau social, environnemental, en éducation. Et puis, fort de ces 28 ans d'expérience dans la finance, aujourd'hui, vous orientez, on pourrait dire, les capitaux vers des projets à fort impact, notamment fort impact environnemental et social. Vous accompagnez dans le cadre, d'ailleurs on en parlera, d'innovation outre-mer. C'est bien cela, je dirais, des jeunes ou moins jeunes d'outre-mer sur différents projets innovants. Et donc là aussi, je pense qu'on va faire un vrai focus sur ce point-là. Et je terminerai quand même sur le fait que vous êtes également présidente de Harvard Club de France, l'association qui regroupe tous les anciens de l'université de Harvard en France. Et vous nous expliquerez aussi en quoi ça contribue à cette richesse que vous continuez à explorer sans cesse. Alors, chère Stéphanie, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots ce parcours? Il a commencé à quel moment et quand est venu ce déclic de l'entrepreneuriat en fait? Alors, le parcours de l'entrepreneuriat ou le parcours tout court, bon, ce que vous dites, donc je suis née à Tahiti il y a 53 ans et je ne me destinais absolument pas à l'entrepreneuriat parce qu'à l'époque, tous les jeunes comme moi vouliez travailler soit pour le secteur public ou pour une grosse entreprise ou dans un cabinet d'avocats. Donc, c'était vraiment archi classique. Et en revanche, là où j'ai bifurqué très rapidement, c'est que je n'ai pas voulu faire mes études en France. J'ai voulu aller aux États-Unis, en tout cas dans un milieu anglo-saxon, tout de suite. Et la raison, c'est parce que j'avais participé à un programme d'échange quand j'étais adolescente à Hawaï, et j'avais vu la différence des parcours académiques entre la France et les États-Unis, et mon choix avait été très très clair. Ceci dit, la passerelle entre la Polynésie et les États-Unis à l'époque, elle n'était pas très claire. Et en plus, j'avais vraiment une idée en tête, c'était d'aller à Harvard. Donc, c'était assez compliqué. Donc, je suis d'abord bifurquée par le Canada. Et ensuite, j'ai transféré tous mes crédits tout de suite à Harvard. Et j'ai été donc diplômée de ce qu'on appelle le Harvard College, donc juste après le bac, les 4 ans après le bac, en 1994. Donc, il y a 31 ans. Et suite à cela, j'ai continué mes études dans le milieu anglo-saxon, donc à l'université de Cambridge en Angleterre. Et ensuite, je suis arrivée à Paris. Et là, ça a été la grosse claque. Je suis arrivée dans un environnement où on mettait les gens dans des boîtes, où j'avais fait les plus grandes écoles au monde, mais où personne ne savait ce que je savais faire. C'est-à-dire dans des boîtes Dans des boîtes. Harvard, Cambridge, c'est génial, mais en fait, vous avez fait quoi? C'est pas Polytechnique ou HEC, où on sait qu'on a fait une école de business, où on a fait une école d'ingénieur, où on vous classifie tout de suite. Oui, c'est ça. Ouais. Harvard, Cambridge sont des écoles libérales où on apprend toutes sortes de choses, mais c'est pas. Enfin, moi, j'avais fait un major en mathématiques, mais ça restait quand même ultra libéral. Hein. C'était pas Polytechnique. Et comme en plus, je ne savais pas ce que je voulais faire parce que je suis quelqu'un de très curieuse qui aime autant les sciences que la littérature. Bah, je suis arrivée à Paris, on a essayé de me mettre dans une boîte. Je me suis dit, oulala, ça va pas aller du tout. Donc, je me suis dit, bon, je vais aller faire un débat à Sciences Po. Franchement, en termes académiques, c'était faut le dire, moins bonne qualité. Mais en revanche, quand je suis revenue sur le marché du travail, j'avais fait Sciences Po. Donc, je cochais une case. Et donc là, j'ai trouvé un job tout de suite chez Paribas. Donc, la banque Paribas à l'époque. Je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Mais Paribas, c'était pas grave. Paribas voulait m'embaucher. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans la finance. C'était une porte d'entrée en quelque part. Ça a été la porte d'entrée dans la finance de quelqu'un qui savait pas ce qu'elle voulait faire, qui avait fait peut-être les plus grandes études possibles, mais
Donc, j'étais embarquée dans la finance. À ce moment-là, on était en 97. Mm. Et donc, j'ai commencé là, à Londres, à Paris. La BNP est arrivée en 2000. Et donc, je suis partie à ce moment-là de Paribas et j'ai été chassée par un cabinet de chasseurs de tête pour rejoindre Lehman Brothers à Londres. En 2000. Donc, j'ai commencé chez les grands méchants à Londres. Et là, ça a été une sacrée découverte aussi, la finance à l'américaine, avec tous les préjugés que l'on connaît qui sont réels, discrimination, etc. Là, je parle de genre. Hein. Oui, ça a été. Vous avez vécu des choses un Donc, peu ça a duré particulières. 6 ans. Et en 2006, je suis partie sur un procès. On n'est pas allé jusqu'au procès, mais je suis partie en les mettant devant leur responsabilité. Ouais, ça a été un moment quand même difficile. Ça a été un moment très, très dur, mais c'est sans aucun regret parce que ça forme... c'est vraiment des années formatrices. Oui. Enfin, la banque d'affaires, que ce soit à Paribas, la grande époque, ou Lehman Brothers, c'est vraiment très, très formateur, cette finance. Et ça m'a fait vraiment voir, connaître surtout la finance sous tous ces angles. Mais vous diriez alors du coup, parce que en fait vous partez de cette petite île, on va dire, et vous avez franchi quand même un grand pas académique, mais surtout territorial. Est-ce que ça a été facile de vous extraire d'une certaine manière du lien que vous aviez avec la Polynésie? Et je dirais en quoi ce lien a été aussi aidant dans ce parcours que vous avez eu. Est-ce qu'il y a une force particulière qui est issue aussi de votre origine? Est-ce que vous faites un lien entre ces éléments? Alors, le lien avec la Polynésie, il n'a jamais cessé. Je suis toujours retournée en Polynésie chaque année, pendant les vacances. Et d'ailleurs, quand je parle de la Polynésie, je rentre. Là, je vais aller en décembre, je dis je rentre à Tahiti. Et on m'a toujours fait la remarque, tu dis toujours je rentre. J'ai dit en fait oui, parce que ça reste la home, enfin le fénois en tahitien. Oui. Ça reste chez moi. C'est mes racines. Et donc ce lien n'a jamais été brisé, contrairement à certains ultramarins que l'on peut rencontrer qui peuvent ne pas rentrer pendant 5 ans. Pour moi, c'est impossible. Donc, je me suis toujours... autant, je dirais, quand j'avais 20 ans, j'étais, oui, polynésienne, mais très citoyenne du monde. Je reste très citoyenne du monde, mais fondamentalement polynésienne. D'ailleurs, je me suis tatouée, je ne vais pas dire de partout, mais presque, oui. Tardivement, en fait. Et plus ça va, plus je vois l'importance de ces racines qui me définissent. Et après, justement, avoir parcouru le monde et toutes sortes d'industries, avoir poussé l'impact, et on pourrait en parler, parce qu'après la crise financière de 2008, en partant de Lehman, j'ai créé ma boîte de conseil en gestion de patrimoine avec un pied à Paris et un pied en Polynésie pour servir surtout la population polynésienne, que je voyais prisonnière en fait d'oligopoles bancaires et assureurs. Et je pensais que qu'il y avait vraiment un marché à adresser. Sauf que la crise 2008 m'a fait ouvrir les yeux sur la réalité en fait du système financier. Et sa volatilité, on pourrait dire ça comme ça. Au-delà de la volatilité est inhérente, mais c'est plutôt sur le type de produits qui sont vendus. Tous les produits dérivés structurés qui sont surtout spéculatifs et qui ont surtout pour objectif d'apporter des rentes de situation aux acteurs financiers au détriment des clients. Et ça, je l'ai vu très, très clairement. Enfin, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Il n'y a pas une logique de développement. C'est surtout pour nous, le système financier, oui. Et après pour le client, éventuellement. Et d'abord, si on regarde la progression des flux financiers, et notamment via le marché des dérivés, il a été multiplié par 100 en 25 ans, alors qu'il n'y a pas de correspondance économique. Donc oui, il y a une croissance économique, mais elle n'a pas été de 100 par rapport à il y a 25 ans, alors que les marchés des capitaux ont explosé. Oui, il y a comme deux mondes parallèles. Et en parallèle, les inégalités ont explosé, et en parallèle, l'environnement s'est détérioré. Ce qui est assez paradoxal. J'ai dit, j'ai 50 ans, enfin 53. Moi, j'ai vu la Polynésie passer d'un endroit où il y avait
Des coraux, je dis toujours la même histoire, ça gonfle tout le monde, mais c'est la réalité. Quand j'étais enfant, les coraux, ils étaient multicolores. Ils sont devenus blancs, ils sont devenus noirs. Les plages, près de chez mes parents, il y avait une grande plage où j'allais nager quand j'étais enfant. Cette plage, aujourd'hui, elle n'existe plus. La mer frappe pas contre la route, mais presque. Il n'y avait pas de personnes, très peu de personnes en surpoids. Je ne parle même pas d'obésité. Hein. Aujourd'hui, 70% de la population polynésienne est en surpoids, 40% obèse, avec une explosion du diabète pédiatrique et avec un poids moyen des Polynésiens de 20 kilos supérieur au poids moyen en hexagone. Et comment vous expliquez ce changement, ces phénomènes? Parce qu'en finalement, en quelque part, on les retrouve beaucoup aussi dans d'autres îles, hein, Martinique, Guadeloupe. Enfin, on a les mêmes phénomènes, que ce soit sur le plan écologique, environnemental ou même de la santé des populations. Alors, la santé s'est détériorée, mais il y a un autre point qui s'est vraiment détérioré, qui est le lien social. Quand j'étais enfant, il n'y avait pas de SDF. Aujourd'hui, il y a des familles entières dans les rues. Enfin, moi, c'est ça qui me choque le plus. C'est qu'il n'y a plus la capacité d'absorber. Bon, on le constate aussi de manière générale. Oui. Avant, on ne laissait pas les gens dans la rue. Alors, vous diriez quoi? Ça veut dire qu'en quelque part, il y a un modèle qui, d'une certaine manière, on le dit aussi un peu dans les îles caribéennes, qui a un modèle qui était quand même un ciment, enfin, c'est ce que j'entends, quelque chose qui était plutôt positif dans l'évolution des populations, dans leur cohésion. Et en quelque part, vous avez un peu le sentiment que ce modèle se délite et se perd en prenant comme peut-être repère des modèles qui ne collent pas forcément à ces populations-là ou... Culturellement, le Polynésien reste toujours très attaché à ses racines. Le Polynésien est souriant, accueillant. C'est vraiment la nature, je dirais, de la Polynésie. Mais en revanche, il y a une détérioration des structures d'accompagnement, une détérioration de la santé, une détérioration des structures sociales, une détérioration de l'environnement. Il y a en fait une situation qui s'est reproduite dans le monde entier. Le capital n'est pas alloué là où il y a besoin. Ouais, c'est ça. En fait, les gens privilégiés sont de plus en plus privilégiés, de plus en plus riches. Et ceux en bas de l'échelle sont de plus en plus pauvres, en fait. C'est pas juste la notion de pauvreté, c'est la notion vraiment d'inégalité qui est difficile. Et c'est l'inégalité qui rend la cohésion difficile. Si tout le monde est pauvre, il n'y a pas de pauvreté, en fait. Par contre, quand il y a vraiment des gens qui n'ont même pas de quoi habiter ou se nourrir, et qu'il y a des personnes qui roulent en Porsche Cayenne, et je pense que la pénétration de la Porsche Cayenne est la plus élevée au monde, est en Polynésie. Hein. Ouais, c'est quand même... Les voitures neuves, je crois qu'il y avait un peu l'équivalent dans certains départements aussi. On fait aussi. le tour de l'île en 1 heure, en 1h20. Oui, et pourtant, il n'y a pas tant de routes que ça, oui. Il y a moins de 280 000 habitants dans toute la Polynésie. Je veux dire, c'est... Mais alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous avez ce lien avec votre culture qui est quand même présent. Et vous diriez que la seule culture ne suffit pas à dépasser un certain nombre de problématiques sociales, économiques ou environnementales, quoi. C'est parce que souvent j'entends, il faut parler de notre culture, notre identité doit être présente, et je pense qu'elle l'est dans beaucoup de départements, l'identité d'attachement, d'histoire. Mais finalement, elle ne suffit pas à elle-même. La Polynésie est un bon cas d'école parce que c'est un lieu où l'identité est très forte. Ce n'est pas forcément partout dans tous les territoires d'outre-mer, mais l'identité est très forte. La culture musicale, la chanson, les danses, la musique, l'art, l'artisanat, c'est extrêmement présent. Et toujours, la langue est toujours très utilisée. Chanter, parler. Il y a le journal en tahitien, à la radio, à la télé. Donc la culture est très forte. Là, ce qui manque, en fait, c'est les actions concrètes au niveau à la fois politique et au niveau financier. Et on peut parler des avantages et des atouts de la Polynésie, que ce soit l'or bleu, par exemple, parce que c'est quand même le plus grand territoire marin au monde. Hein. Mais s'il n'y a pas de capital qui va vers des projets qui soutiennent ces initiatives,
elles vont pas se développer. Oui, que ce soit le tourisme, que ce soit tout. Au-delà du tourisme, c'est vraiment, on parle d'innovation, on parle d'énergie, on parle de biodiversité, on parle de cosmétiques, nutraceutiques. Vous pensez, parce que je pense que ça intéresse plus d'un téléspectateur d'outre-mer en général, mais vous pensez donc que on pourrait amener des projets au bénéfice de la population, c'est-à-dire qui permettraient justement à chacun finalement de se développer. Est-ce que donc c'est ce que vous dites, c'est qu'il y a vous parlez d'oligopole, mais des blocs économiques qui ne créent pas de jonction finalement avec le territoire et le développement local en fait. Alors c'est une situation dans tous les territoires d'outre-mer et je pense même bien au-delà des territoires et régions françaises. Hein. C'est également dans les autres îles du Pacifique. On est dans des économies de rente où l'économie est contrôlée par moins de 10 grandes familles, 5 à 10 grandes familles. C'est le cas en Polynésie, c'est le cas à La Réunion, c'est le cas aux Antilles. Martinique, Guadeloupe. Et donc, ce sont des situations de rente qui ont été permises par l'État, qui existent depuis 50 ans à peu près, et qui ont été maintenues parce que ça avantageait aussi l'État, et ça permettait aussi de préserver la paix sociale. Sauf que ces situations ne maintiennent plus la paix sociale, n'ont pas permis la réduction des inégalités, ni la destruction d'environnement, ni la destruction du lien social. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Ça marche plus, oui. Ça ne marche plus. Comme d'ailleurs beaucoup de choses de manière générale. Ça pète de partout. Ça a pété en Martinique, ça a pété en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement, le parti indépendantiste a été élu en Polynésie il y a 2 ans. Même des personnes qui n'ont jamais voté parti indépendantiste, comme ma famille, ont voté pour Meta et Brotherson. Donc c'est une première. Hein. On voit comment la situation s'est dégradée dans tous les Outre-mer parce que les recettes anciennes qui ont donc été mises en place, et en tout cas, l'État en avait parfaitement conscience et ça les arrangeait, aujourd'hui ne fonctionnent plus. On pourrait même élargir ça à Il faut changer cela. À la France, et je pense qu'en partie, l'État s'en rend compte, bien entendu. On parle de trouver des solutions à la vie chère, etc. Pour la santé, Mais j'avais oublié de mentionner un vrai sujet également pour ces territoires, c'est que le chômage des jeunes, il est au-dessus de 50%. Donc on a une situation explosive. Hein. Quand on regarde la situation au Népal, le gouvernement népalais, là, il est en train d'exploser à cause des jeunes. Oui, c'est-à-dire qu'on oublie souvent cette transposition, mais imaginons que sur l'Hexagone, il y ait 50% de chômeurs, alors qu'il y en a moins d'une dizaine, en fait, de pourcentage, un peu moins même. On peut imaginer ce que ça donnerait à l'échelle de grands territoires. Donc, en France, on a un chômage officiel à 7%, et un chômage des jeunes à 20%, quand même 3 fois supérieur au chômage. C'est quand même beaucoup plus. Mais en Polynésie et dans les territoires d'outre-mer, on est à 50% du chômage des jeunes. 30 et 50, la situation, elle est explosive. Et donc, plutôt que de dire, bon, on va taper sur les grands groupes pour qu'ils baissent les prix, la vie chère, nous, avec Innovation Outre-mer, ce qu'on essaye de faire, c'est trouver des solutions positives via l'innovation. L'innovation comme driver pour le développement économique. On essaye de trouver des solutions qui vont adresser des sujets à la fois environnementaux et sociaux. Création d'emplois, mais qui ne vont pas détruire la nature ou la santé, par exemple. Mais en quoi l'innovation, parce que ce mot n'est pas toujours compris. En fait, quand on dit il faut innover, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut partir sur une table rase et tout effacer? Est-ce qu'il faut faire avec et faire évoluer? On parle plutôt de métamorphose, de transformation. Est-ce qu'il faut s'ouvrir justement et dépasser peut-être un passé, un récit d'histoire ou de culture sans le renier forcément? Est-ce qu'il faut cette ouverture? Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot innovation, en fait? Alors, c'est vrai que c'est un peu un mot un peu fourre-tout, hein, oui. Comme impact, et qu'on n'est pas forcément d'accord sur le terme. Et même avec Daniel, on n'est pas forcément d'accord sur la définition. Moi, je me repose vraiment sur les travaux, qui sont anciens d'ailleurs, c'est pas un mot nouveau, qui date de Peter Drucker. On parle des années 80, et même avant, on parle de Schumpeter, qui était l'ancien ministre de l'économie autrichien dans les années 20. L'innovation, pour moi, c'est indissociable de l'entrepreneuriat. En fait, l'innovation, c'est la création qui vient de l'activité de l'entrepreneur. Pour innover, il faut pouvoir créer. Et souvent, l'innovation est comprise et happée par la recherche. Et je vois en Polynésie, vous disent « Ah non, l'innovation, c'est nous, c'est la recherche. » Non, mais la recherche, c'est la recherche. Donc, on trouve des
des technologies, de la recherche, mais après, comment est-ce qu'on déploie? Si il n'y a pas un entrepreneur qui va déployer, bah, l'innovation, elle va rester au placard. Et donc, Oui, c'est c'est vraiment ça, indissociable. effectivement. Et il faut pouvoir travailler ensemble sur ces solutions. Oui, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de créer peut-être ce que vous dites, c'est des blocs technologiques de recherche, des centres, et d'innover au sens de techniquement, si cette innovation n'est pas, comme vous dites, déployée, c'est-à-dire n'est pas mise au service d'un développement économique, d'activités comprises même des fois par la population. Donc ça reste simplement une innovation dormante, on va dire. C'est un peu ça. Plutôt qu'une définition d'innovation, c'est un peu comme le leadership. Hein. C'est quoi le leadership? Mm. Plutôt qu'une définition de l'innovation, pour moi, c'est vraiment pourquoi? À quoi ça sert? Pourquoi on innove? Pourquoi on a besoin d'innover? On a besoin d'innover parce que les vieilles solutions, elles ne marchent plus. Donc, on doit trouver des produits, des technologies qui vont adresser des problèmes que les anciennes recettes n'abordent plus. Oui. Si on trouve de l'innovation qui est purement technologique, pour moi, la technologie, c'est pas forcément de l'innovation. Si c'est une technologie qui sert à rien et qui n'adresse aucun problème ni de mobilité, ni d'énergie, ni rien du tout, enfin, franchement, Oui, en soi, ça ne sert pas à grand-chose, pas à effectivement. grand-chose, quoi. Et tout comme toute entreprise ne devrait pas être créée. Ce que j'enseigne aussi, et je leur dis, mais franchement, n'allez pas créer une énième entreprise qui va faire un truc avec du sucre raffiné qui va empoisonner les gens et les rendre malades, même s'il y a une opportunité de marché. Ça sert à rien. Donc, je ne peux pas séparer innovation de innovation sociale ou innovation environnementale. Parce que sinon, à quoi... Enfin, on a un temps compté sur cette planète. Si on ne fait pas quelque chose qui sert à quelque chose, qui va servir la planète ou bien mes semblables, je ne vois pas l'intérêt. Hein. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu quand même dans nos îles en général, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de correspondances globalement en dehors de la culture, mais dans nos histoires et dans le constat, est-ce qu'il n'y a pas quand même un mur à franchir? Parce qu'il y a quand même, c'est un peu le sentiment que je partage, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai un peu le sentiment quelquefois que innover est perçu comme une concession sur le passé, un abandon de notre histoire, de notre culture. Alors, est-ce qu'il n'y a pas peut-être là et c'est là que je comprends ce que vous dites quand vous parliez de connexion avec la société, justement à faire comprendre que l'innovation, en fait, est un lien aussi avec le passé. Elle bouge, elle transforme quelque chose, mais elle ne coupe pas avec une histoire, avec ses origines non plus. Et souvent, j'entends, il faut faire la même chose, ça marchait avant. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de résistance en fait, et comment arriver à justement débloquer cette résistance pour l'acceptation en fait du changement, parce que c'est un changement, innover. C'est pas rien d'innover. Oui, innover, ça veut dire changement, et par nature, l'être humain n'aime pas le changement. Alors comment ça pourrait marcher sur des îles où l'ancrage culturel fort? Il y a des cas très concrets, en fait, d'innovation, de sociétés que l'on a accompagnées. J'en ai une en tête qui est Léon, qui est une boîte réunionnaise, qui, elle, a voulu s'adresser au marché de la culture, notamment du tourisme, pour raconter des histoires sur les lieux et sur des personnes à La Réunion qui ont marqué l'histoire. Et donc, c'est la visite et la découverte de cette île, mais via des histoires. Et donc, elle a commencé comme ça. Après, la boîte s'est développée, a regardé d'autres marchés. Mais donc, c'est un vrai lien avec le passé et en tout cas la culture. Il y a une autre boîte polynésienne, Ereo, qui est donc une des finalistes cette année, qui, elle, veut promouvoir la langue maori, en fait, la langue tahitienne, toutes les langues primitives, qui utilise donc une plateforme technologique. Donc là, on voit vraiment le lien entre la technologie et la langue. Alors, la langue polynésienne est quand même très vivante et utilisée, mais elle n'était pas enseignée à l'école, à mon époque. Par exemple, oui, donc, je ne la parle pas et j'en suis vraiment très fâchée contre l'éducation nationale de ne pas avoir obligé justement l'enseignement de la langue polynésienne à l'école quand j'y étais. Qui est malgré tout présent. Maintenant, c'est enseigné, mais très, très peu. Et donc, cette plateforme, Ereo, pourrait être utilisée pour toutes les langues primitives, pour les promouvoir. Donc ça, c'est aussi, on voit un lien avec la culture. Il y a une autre boîte, Aeralu, qui est une boîte polynésienne qui est donc... positionnée sur les énergies marines renouvelables et qui a notamment utilisé l'eau profonde pour refroidir les systèmes de climatisation de l'hôpital et réduire la climatisation
la consommation d'électricité de 93%. Mais pourquoi j'en parle? C'est parce que cette technologie, elle est ancienne. Elle a été créée, elle a été découverte il y a plus de 100 ans par le fondateur d'Air Liquide. Pouvoir refroidir des systèmes de climatisation et ensuite créer de l'électricité à base de ce gradient de température, ça a été inventé il y a plus de 100 ans. Donc finalement, ce que vous dites, c'est que le fait de faire vivre une culture ne suffit plus si on ne fait pas une jonction avec le monde qui change, les changements actuels, et qu'on n'intègre pas d'une manière ou d'une autre cette culture dans une certaine dynamique au bénéfice de la population, j'ai envie de dire aussi en même temps. Il faut faire le lien avec les besoins. Et moi, je dis toujours, il faut toujours se demander pourquoi on fait ce que l'on fait. Qu'est-ce que l'on adresse? De quoi ont besoin les populations? De quoi a besoin la planète? On parle beaucoup d'accompagnement des sociétés. Tout le monde veut faire de l'accompagnement. On parle d'innovation, ensuite d'accompagnement. Et tout le monde s'excite en disant il faut qu'on accompagne nos boîtes. Je dis, mais est-ce qu'on s'est demandé de quoi les boîtes ont besoin? Parce qu'une boîte, un entrepreneur, si il ou elle lance son projet, on peut être juste au niveau de l'idéation, donc on peut chercher un business model. Il y a d'autres étapes où on a déjà notre business model, où on cherche des clients. Il y a une autre étape où on cherche peut-être à exporter des marchés dont à l'extérieur, ou une autre étape où on cherche à lever des fonds, etc., etc. Et donc, on ne peut pas accompagner tout le monde de la même façon. Il faut se demander, mais quels sont les besoins de ces entrepreneurs? Et adapter. Ou du territoire donné. Même chose pour les territoires. Spécificité, on va dire. Et il y a quand même des choses communes dans ces territoires. C'est que les écosystèmes locaux ont besoin de se développer, ont besoin de se structurer. Il y a aujourd'hui très peu de cellules d'accompagnement, incubateurs, accélérateurs. Sur papier, ces structures existent. Il y a des structures d'accompagnement, accélérateurs, incubateurs dans tous les territoires d'outre-mer. Mais il faut appeler un chat, elles ne sont pas au niveau elles sont pas au niveau, en fait. Parce que, dans quel sens? Qu'est-ce qui manque, en fait? Il manque, je pense, l'expérience et il manque la confrontation au vrai marché. Oui, de manière générale, au monde, c'est ça, investisseurs. aux différents systèmes. Oui. On récupère les boîtes, on regarde leur pitch et on dit, oulala, ça, on ne peut pas le montrer à un investisseur. Hein. En fait, il manque cette expérience du terrain. Qu'est-ce que cherchent les grands groupes? Qu'est-ce que cherchent les investisseurs? C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que tous ces projets visant sur nos îles ou nos départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer à aider les jeunes manquent peut-être pour certains de connexion avec des professionnels. C'est ça, d'aller chercher peut-être un savoir-faire qu'ils n'ont pas. Le savoir reste très académique. C'est sur papier, une boîte, il faut faire ça, avoir ces éléments-là. Mais l'expérience du terrain, surtout l'expérience quand on va en levée de fonds, qu'on a affaire à des investisseurs, franchement, elle n'existe pas. Oui, donc il faudrait cette jonction. C'est ce que l'on essaye de faire, en tout cas, cette jonction pendant Innovation Outre-mer, où on essaye de faire rencontrer des boîtes, de leur faire rencontrer le maximum d'investisseurs, en leur disant bien, il ne faut pas rêver, vous n'avez pas levé de l'argent avec les investisseurs là aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas prêts. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené, ce qui m'interpelle dans d'autres échanges, mais qu'est-ce qui vous a amené sur, j'ai bien compris qu'il y a eu un déclic à un moment donné de votre carrière professionnelle, une conscience je dirais, des enjeux sur lesquels vous avez plus envie de vous orienter, et singulièrement en rapport avec la Polynésie, mais un constat plus large. Mais par contre, qu'est-ce qui vous a amené justement en particulier, qu'est-ce qui vous motive à aller dans ce terrain de l'innovation, de l'aide des jeunes d'outre-mer, de les accompagner? C'est ce que vous faites en particulier en tant que présidente de l'association Innovation Outre-mer. Voilà, qu'est-ce qui vous anime en fait, vraiment? Je pense qu'il y a eu plusieurs triggers, des déclics. Le premier, en 2008, honnêtement, la crise financière, ça m'a fait ouvrir les yeux sur le système financier. Alors qu'avant, je ne me posais vraiment pas de questions. Je travaillais chez Lehman, chez Paribas, tout allait bien. Et là, vraiment, je me suis posé la question de pourquoi on fait ça. Un autre déclic, donc je me suis intéressée en fait à d'autres façons de faire, à la fois d'autres façons de financer, de faire le business, de consommer. Et je suis partie, j'ai retrouvé un vieux client qui était un gérant de fonds à Paris, qui s'est expatrié au Cambodge.
et qui avait monté une entreprise sociale, un social business. Et ça, c'était en 2011. Et quand il m'en a parlé, ça a vraiment fait un déclic et je me suis dit, mais cette façon de faire du business, en alignant les intérêts de tous les acteurs, que ça soit donc bien sûr l'investisseur, donc le fondateur, mais aussi le salarié et le client et l'environnement. Cette façon de faire, elle est logique en fait. Et elle fonctionne, ça marche. Elle est logique, c'est le social business qu'avait créé Mohamed Yunus dans les années 80. Et donc je suis partie au Cambodge et j'ai fait un documentaire sur l'entrepreneuriat social que j'ai appelé Social Business, une nouvelle voie pour le capitalisme, point d'interrogation, parce qu'en 2011-2012, je me posais la question. Et en 2013, j'ai projeté ce film dans le monde entier. Et j'ai vu comment il faisait écho. C'est un film qui s'intitule Social Business, A New Path for Capitalism. On le trouve sur YouTube. Voilà, c'est ça. 52 minutes, voilà. Et, en français, ça donnerait quoi le titre en français? Social Business, une nouvelle voie pour le capitalisme. Voilà, c'est ça. Point d'interrogation. Il existe dans les deux langues. Et vraiment, je me suis intéressée à cette nouvelle façon de faire, mais j'ai été confrontée en fait à des... En fait, la réalité du terrain en 2013, c'est que ceux qui venaient voir le film, je suis allée dans une trentaine de festivals dans le monde entier, des écoles, des universités, à Harvard, Boston, College et tous ces gens-là. Ceux qui venaient voir le film, c'est des gens qui étaient déjà convaincus. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai entendu la première fois la notion d'impact investing. D'ailleurs, c'est Nicolas Hazard, à l'époque, qui était au comptoir de l'innovation, qui est maintenant le fondateur d'Inco, le groupe Inco avec qui on travaille sur le montage d'un fonds d'investissement pour les startups d'outre-mer. Et c'était lui qui en avait parlé dans ce documentaire. On parle de 2012. Donc, c'était vraiment à l'époque et personne ne connaissait. Et ensuite, j'ai été happée par d'autres sujets, notamment plus créatifs dans l'art. Et il y a eu une sorte d'explosion de l'impact du social business, social entrepreneurship, une vraie cacophonie. Tout le monde s'en est emparé. Et moi, je me suis dit, oula, c'est un peu du social washing, greenwashing, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, je m'en suis détachée. Et je suis revenue... Oui, des pratiques uniquement pour la... me détacher, façon de parler. Je ne me suis jamais détachée, mais... Je suis revenue quand j'ai découvert le réseau Outre-mer Network et Innovation Outre-mer en 2016 ou 2017, j'arrive pas à me souvenir. Je suis allée donc à la remise des prix Innovation Outre-mer et c'est là où j'ai rencontré Daniel et que j'ai découvert un écosystème. Daniel Hierso, qui est le président, fondateur d'Innovation Outre-mer et Outre-mer Network. Et surtout, j'ai découvert un écosystème de start-up ultramarines que je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas qu'il y avait des start-up en Polynésie. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout de ces jeunes ou moins jeunes qui innovent, qui avancent, qui réussissent même. C'est très peu des modèles qu'on présente même dans nos îles en général, en fait, alors qu'ils existent. Quand je suis partie en 90, les 2/3 des lycéens voulaient être fonctionnaires. Et là, je découvre un écosystème de start-up. Et là, je me dis, oula, il y a des choses qui se passent. Et donc, je me suis vraiment intéressée, j'ai rencontré Daniel et ça m'a parlé naturellement parce que c'est une voie de développement économique et c'est une voie pour adresser des vrais sujets, des vrais enjeux. Et vous diriez que dans le rapport à vos origines ou à vos racines actuelles que vous entretenez, vous a amené quoi en fait comme personnalité, trait de caractère qui vous aide aujourd'hui en particulier? Ce serait quoi en fait? Alors, je pense qu'il y a plusieurs plusieurs éléments de mon parcours. Il y a le fait que je suis ultramarine, née en Polynésie, avec mon arrière-grand-mère est née en Polynésie et je ne suis pas arrivée là, quoi. Donc, avec des vraies racines qui remontent à loin. Toute mon enfance, toute mon éducation là-bas. Le fait que je suis partie travailler dans un secteur, la finance, qui est un secteur extrêmement, je dirais, fondamental dans le développement, parce que la finance, c'est ce qui alloue le capital à l'économie. Ce n'est pas un secteur anodin. Mais alors, en quoi cette filiation vous a donné une force? C'est quoi? C'est la culture? C'est l'éducation que vous avez reçue? La réalisation et le troisième élément. Oui. Donc, mes origines, le secteur, mais il y a le troisième élément qui est vraiment mon parcours académique. Et je pense qu'avoir vécu à la fois au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en France, hexagonale,
avoir cette perspective de ce qui se passe et de ce qui se fait ailleurs. Parce que la plupart des Polynésiens, ils vont faire leurs études en France ou à la rigueur aux États-Unis. Et après, ils rentrent en Polynésie tout de suite. Quelqu'un qui rentre pas, mais qui rentre quand même chaque année, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc moi, j'ai un pied, en fait, à la fois à l'extérieur, Dans le monde et pas qu'en hexagone, oui, c'est ça. à la fois à l'extérieur et à la fois dans les racines et à la fois dans la mère patrie, enfin l'hexagone. Est-ce que vous diriez que nos jeunes d'outre-mer ont une force, des compétences d'aptitude, d'adaptation particulières par rapport à leur histoire qui pourraient servir aussi à cette connexion au monde, ou est-ce qu'il y a un lien que vous faites avec cette histoire qui est la vôtre, ce récit en Polynésie de ce que vous êtes aujourd'hui? Et Je lequel? pense que quand on vient d'une île, on a l'avantage, et un inconvénient d'ailleurs, c'est comme on est éloigné de tout. Soit on a le choix entre regarder que notre île et jamais en sortir, ce qui est le choix de finalement peu de personnes, notamment avec la technologie, c'est difficile d'ignorer le reste du monde. Soit on a cette vision où on est dans cette petite île, mais en même temps, on a le monde autour et on en a conscience. Alors que quand vous êtes aux États-Unis, dans une grande ville, est-ce que vous allez regarder le reste du monde? Ben non, parce que vous vous suffisez à vous-même. En Polynésie, on ne peut pas se permettre de ne regarder que soi-même, parce que le marché est petit. Et si on parle d'entrepreneuriat, le marché est petit. Donc, quand on développe une idée, il faut se dire tout de suite à qui je m'adresse. Est-ce que mon idée, oui, elle va servir mon pays, mais elle est aussi réplicable. Elle peut servir d'autres géographies. Oui, Elle est quelque exportable. part, la solidarité oblige à un regard extérieur. Obligé de regarder à l'extérieur. D'une manière ou d'une autre. Et puis, il y a aussi un brassage quand même relatif aussi, de métissage. Est-ce qu'on le retrouve beaucoup en Polynésie? Alors, la Polynésie est extrêmement métissée. Oui. Probablement, et c'est le territoire le plus métissé des Outre-mer. Les gens se mélangent. C'est pas juste une présence ethnique, parce que dans plusieurs territoires, on trouve toutes les ethnies. Mais la Polynésie, c'est un mélange. C'est la présence des ethnies, mais c'est surtout le mélange. Et c'est une richesse, vous diriez? Ah, c'est une richesse extraordinaire. Oui. En quoi ça pourrait l'être? Je pense que c'est la richesse de se sentir d'appartenir à un tout. Et surtout, ce que l'on voit, je suis désolée parce que je diverge beaucoup, mais ce que l'on voit, c'est dans le monde, le monde est de plus en plus divisé. C'est un peu nous contre les autres. Et être métissé, je pense que ça veut dire que intrinsèquement, physiquement, on est obligé d'être plus inclusif, puisque nous-mêmes, dans notre corps, on est déjà mélangés. On a toutes les... On est déjà mélangés, donc on ne va pas commencer origines. à se dire, bon là, il y a les blancs, les noirs, les jaunes, les machins. Donc il faut en faire une richesse, vous dites. Quand on porte tout ça, dans le sang, ça n'a aucun sens, en fait. Et qui donne finalement des aptitudes à s'ouvrir. Complètement, culturellement. D'autres se renferment, en fait. Alors, juste un petit mot pour la conclusion. C'est passionnant, vous voyez, ce que vous dites. Mais je sais que je voulais quand même qu'on fasse un petit point sur l'Outre-mer Innovation, c'est-à-dire ce rendez-vous annuel que vous avez, alors sans donner les dates forcément, mais il y a chaque année effectivement ces rendez-vous, et ces rendez-vous ont quoi pour objectif d'Outre-mer Innovation? Alors, ces rendez-vous Innovation Outre-mer, ça a commencé il y a 10 ans. Alors 10 ans en 2025 pour Outre-mer Innovation. Qu'est-ce que ça représente pour vous ces 10 ans? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est ce prix que vous remettez de l'innovation d'outre-mer? Ça concerne uniquement des personnes ultramarines qui vivent en hexagone? Est-ce que ça concerne des personnes qui sont sur les territoires eux-mêmes? Dites-nous en plus sur ce Alors, prix. Innovation Outre-mer, au départ, donc il y a 10 ans, ça a été créé par Daniel Yerso pour identifier le meilleur de l'entrepreneuriat, de l'innovation dans les Outre-mer, les meilleures startups. Donc, ça a commencé par un concours pour faire venir les meilleures startups à Paris et donc et choisir les meilleurs dans certaines catégories. Ça s'est étendu et c'est devenu un vrai programme qui s'est étendu sur une semaine, mais qui en fait dure toute l'année, où on cherche toujours à identifier les meilleures innovations et les meilleures startups de tous ces territoires d'outre-mer
et on cherche à les faire passer à l'échelle, à les faire rencontrer des acteurs de l'écosystème, à la fois institutionnels, mais des investisseurs, quand elles auront besoin de lever de l'argent, si elles ont besoin de lever des fonds, de les faire rencontrer des grandes sociétés, des grands corporates, pareil, pour trouver des marchés ou des partenaires. Et c'est vraiment pour les faire grandir. Donc, c'est à la fois toujours un concours, même si le concours, c'est un peu l'excuse. C'est pas un concours, c'est surtout un réseau et un programme de formation qui est focalisé pendant une semaine à Paris, mais qui a vocation à s'étendre sur toute l'année. On les repère toute l'année, les Donc, boîtes. tous les jeunes ici, j'entends en Hexagone et dans les îles, peuvent très bien vous contacter, prendre contact avec vous, vous créer du lien avec les territoires. Alors, il faut que ça ultramarins. soit des startups qui ont été montées par des ultramarins, de préférence présents en Outre-mer, enfin toujours présents en Outre-mer. On ouvre à quelques entrepreneurs basés en Hexagone dans les quartiers, dans les QPV. Et récemment, depuis 2 ou 3 ans, on a ouvert à l'Afrique. Donc, on a un volet avec des entrepreneurs africains. Cette année, on a une délégation qui vient du Congo Brazza et Congo Kinshasa, enfin DRC, RDC, cette année. D'accord. Donc du coup, ça s'ouvre un peu sur le monde et Oui. connecté sur le terrain. Alors, je précise quand même à nos téléspectateurs que Fusion TV fera un reportage spécial puisque nous sommes présents au salon de l'innovation outre-mer. Donc, nous avons été à l'affût de toutes ces pépites et ce reportage, vous le verrez, va être passionnant. Alors, je vous propose de clôturer cet échange peut-être avec quelque chose que vous auriez aimé léguer à nos jeunes, nos générations, à des gens qui veulent entreprendre. Ce serait quoi, en 3 mots, les qualités, quelque chose que vous auriez aimé transmettre de votre expérience et qui pourrait être utile à ceux qui nous écoutent? En 3 mots. Ou en 3 phrases. Ce serait quoi en fait qui vous vient à l'esprit? C'est à ceux qui y croient, à ceux qui ont des difficultés à entreprendre, ceux qui baissent les bras peut-être dans nos îles, qui n'ont pas forcément la force d'y arriver. Il y a plusieurs choses. Enfin, je sais pas si 2 ou 3 choses. La première chose que je voudrais vraiment transmettre, c'est l'importance du pourquoi. On dit toujours start with why. Et savoir pourquoi on fait les choses, pourquoi, pour qui, pour quel enjeu, quel besoin, c'est ce qui va permettre de garder le cap quand c'est difficile. Pour moi, c'est le cas, parce que franchement, c'est pas facile. Hein. Là, on parle de volontariat, c'est un milieu associatif, on n'est pas rémunéré. Enfin, c'est beaucoup d'énergie. Donc le pourquoi on et fait peu ce de qu'on fait, le sommeil. sens. Et vraiment savoir pourquoi on fait les choses, c'est ce qui va permettre de garder le cap et ne pas se décourager, en tout cas de ne pas abandonner. Et la deuxième chose, je parle beaucoup en anglais, donc il y a start with why et il y a vraiment your network is your net worth. Et pour moi, le plus important, c'est le réseau. Et je ne parle pas d'un réseau superficiel, de réseaux sociaux où il y a des likes et un nombre de followers. C'est pas du tout ça. C'est vraiment le réseau c'est vraiment tisser des liens. Donc, tisser des liens, ça commence à l'école. D'ailleurs, pour moi, l'école, le plus important de l'école, c'est ça. Hein. C'est se créer un réseau. Ça commence à l'école, c'est culturel. En Polynésie, je connais tout le monde. Et si je ne connais pas, je connais quelqu'un qui connaît. Donc, le président, je le connais, mais ce n'était pas quelqu'un que je connaissais avant. Mais c'est vraiment de fil en aiguille. On arrive toujours à toucher, à trouver la bonne personne pour nous introduire. Et comment on développe ce réseau, je pense que ça vient de la curiosité. Avoir cette curiosité de ce que les autres, en fait, vivent et quels sont leurs pourquoi. Et dans une soirée, on peut parler du temps, mais il faut aller tout de suite droit au but. Quoi. Un peu d'audace, un peu de... C'est de l'audace, mais c'est de l'authenticité. L'authenticité aussi. C'est les deux.
Ouais, voilà, c'est ça. Je dis toujours, regardez mon LinkedIn, parce qu'en fait, tout ce qui est là, c'est vrai. Enfin, tout n'est pas là. Mais en fait, il n'y a pas de choses en fait, qui sont fausses. Parce qu'on a des choses qui ne sont pas vraies ou un peu transformées sur les réseaux sociaux. Moi, tout est vrai. Donc l'authenticité comme force fondamentale. L'authenticité, c'est ce qui fait en sorte que le réseau se développe au niveau où on veut qu'il se développe. Merci du coup pour ces derniers mots qui vont certainement inspirer plus d'un d'entre nous. Donc merci Stéphanie Mareva Fayou pour cette présence dans notre émission. Et on espère vous retrouver un de ces quatre. Et puis je vous dis à vous tous téléspectateurs, merci d'avoir aussi écouté attentivement cette émission avec Stéphanie Mareva Fayou. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous avec notre invité. Merci Stéphanie. Merci.